Je ne suis qu'un chercheur qui travaille sur un pays très très compliqué et complexe, un pays que le président de la République, Emmanuel Macron, le nomme le pivot du Moyen-Orient, et d'autres présidents le qualifient comme le pôle de stabilité. Bien évidemment, l'Irak, en dehors de toutes ces qualifications, c'est un pays très très important pour le Moyen-Orient, pour la sécurité, comme vous avez dit, pour la stabilité, mais aussi pour le développement du Moyen-Orient. Puisqu'on parle de la question kurde, c'est un pays très très important pour les Kurdes, pour la question kurde. Si le Kurde est opprimé, pourchassé, par exemple, dans les autres pays, en Iran, en Turquie et ailleurs, en Irak, le Kurde est le président de la République, ce n'est pas rien. Le Kurde est le ministre des Affaires étrangères, le Kurde est l'ambassadeur, le Kurde est le vice-premier ministre. Donc pour aller vite, aujourd'hui, l'Irak, c'est 3 territoires, 3 communautés, 3 identités et 3 populations distinctes. Autrement dit, l'Irak, on a connu entre 1921 et 2003, on parlait d'un peuple, d'une nation, d'un territoire, d'un État, d'une administration, c'est fini. Depuis 2003, nous avons pratiquement 3 territoires, 3 champs politiques, 3 élites, 3 populations qui n'ont pas énormément de connexion entre elles, entre ces 4 populations. C'est pourquoi, lorsque j'ai écrit mon livre, pendant plusieurs années, j'ai mis à peu près 4 ans pour écrire ce livre, j'étais à la recherche d'un référentiel commun irakien partagé et partageable. Je m'interrogeais sur l'éventualité d'une irakicité, l'émergence d'une irakicité, d'une nouvelle élite irakienne, nationaliste irakien, en dehors des ethnies, des tribus, des confessions, etc., qui pourrait porter ce projet de l'irakicité. Désormais, je suis dans une autre grille de lecture. Je pense que la projection du modèle français sur l'État irakien n'est plus pertinente. Les élites irakiennes, à l'état pratique, c'est vrai, à l'état théorique, tout le monde vous parle de l'irakicité. Les élites chiites, de cette irakicité, leur imagination de cette irakicité, oui, ils veulent une irakicité, ils veulent une identité irakienne, mais avec le symbolisme, le référentiel uniquement chiite. Le Kurde aussi vous parle de l'irakicité, mais bien évidemment avec leur logiciel basé sur la kurdicité. Lorsque j'interroge par exemple le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Halboussi, ou ailleurs, mais par exemple Khanjar ou même Samar Ra'i, par rapport à cette irakicité sunnite, aussi il vous parle vraiment d'une irakicité version sunnite. Autrement dit, il n'y a pas un accord sur l'irakicité, au contraire, il y a un accord sur le sunnisme, sur le chiisme et sur la kurdicité. Et l'exemple le plus parlant, c'est les élections de l'année dernière. Le 10 octobre 2021, on a eu des élections. Par exemple, celui qui se présente comme le porteur du nationalisme irakien, Muqtada Sadr, qui a obtenu 73 sièges. Sur la totalité des 73 sièges, il n'a pas obtenu un seul siège à Suleymaniye, à Erbil, ou à Mossoul, ou à Andal, ou à Qadsi, ou à Tikrit. Voilà. La totalité des sièges obtenus, c'est dans le territoire chiite. Par exemple, le PDK, le Parti démocratique du Kurdistan, qui a obtenu 31 sièges, il n'a pas obtenu un seul siège à Najaf ou à Karbala. Ou Mohamed Halboussi, qui a obtenu 46 sièges, pas un seul siège à Bassoura ou à Najaf. Cela montre en évidence que nous sommes vraiment dans une fracture communautaire, avec chaque communauté a une identité, a une histoire et un champ politique déterminé par des normes, des règles qui ne sont pas partageables et partagées avec les autres communautés. Alors donc, poser la question ou avoir l'objectif ou vouloir par la communauté internationale ou par certains pays du système régional d'imposer une nation irakienne à ces communautés totalement fragmentées, c'est une illusion, pour ne pas dire autre chose. La deuxième fracture, c'est la fracture intracommunautaire. Si entre 2003
et 2014, on avait par exemple cette fracture communautaire, autrement dit, des groupes dans des territoires avec, comme je dis, des espaces, du champ politique séparé. Désormais, à l'intérieur même de ces communautés, nous avons des fractures vraiment structurelles. Par exemple, au sein de la communauté chiite, vous avez désormais au moins 4 tendances séparées, qui ne se parlent pas, qui n'ont pas le même langage, qui n'ont pas le même référentiel, qui n'ont pas la même grille de lecture et qui n'ont pas les mêmes systèmes de relations avec les pays de la région ou les pays du système international. La première tendance, c'est le cadre de coordination dans lequel on retrouve tous les groupes pro-d'Iran. Et il va de Nouri Maliki jusqu'à Qais Khazali. Alors, cette tendance, bien évidemment, a sa vision des choses. Face à cette tendance-là, vous avez la tendance sadriste qui ne partage absolument rien avec le cadre de coordination. Et ensuite, à côté de cette tendance-là, il faut prendre en compte ce qu'on appelle désormais le mouvement de contestation. Le mouvement de contestation représente une force politique majeure très très importante qui détermine à son niveau les orientations des événements en Irak. Et la quatrième tendance, il faut absolument pas négliger, c'est les libéraux chiites. Les libéraux chiites, ils sont là, il y a une tradition, et c'est vrai, ils n'ont pas une base sociale très très solide, mais ils ont des cadres dirigeants très importants, par exemple Mustafa Kazmi, ou même, je pourrais dire, Haïdar al-Abadi, ou d'autres personnes, ils font partie de cette école-là, qui ont dirigé certains à leur niveau, à son niveau, le gouvernement irakien. Et donc, entre les 4 écoles, les 4 tendances à l'intérieur de la maison chiite, et la fracture est structurelle, la fracture est systématique, et je pourrais même dire la rupture est consommée. Jamais, par exemple, Muqtada Sadr acceptera, désormais, il a accepté dans le passé, mais jamais il acceptera, à partir de maintenant, participer à un gouvernement formé par le cadre de coordination. Et le mouvement de contestation, c'est exactement pareil. Les libéraux, la guerre est déjà déclarée entre les libéraux et le cadre de coordination. Je ne vais pas aborder le cas kurde et le cas sunnite, je passe directement à la milicisation de la société. Milicisation, c'est un processus qui a commencé avec l'occupation d'Irak. Moi, je dirais paradoxalement, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont préparé les conditions objectives de ce processus de milicisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque Paul Brimard arrive en Irak, et lorsqu'il dissout à la fois le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et tous les appareils de sécurité, au nom de l'intégration des organisations miliciennes, de l'insertion des organisations miliciennes au sein de l'État, au nom de la démilicisation, il a intégré presque la totalité des organisations miliciennes opposées auparavant au régime de Saddam Hussein. Et donc les milices, elles étaient beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus pragmatiques que Paul Brimard. Ils ont accepté le processus, c'est-à-dire s'intégrer dans les appareils de renseignement, dans l'appareil de défense, le ministère de la Défense, dans le ministère de l'Intérieur, etc., tout en gardant leur autonomie d'action, leur autonomie d'organisation. C'est pourquoi, lorsqu'on arrive en 2014, et l'armée irakienne n'a pas pu résister face à l'organisation de l'État islamique Daesh, ces milices-là, en quelques semaines, vraiment quelques semaines, elles sont montées en puissance et ils ont mis en place une résistance contre l'organisation de l'État islamique. C'est pour dire ils étaient vraiment pragmatiques et ils avaient parfaitement pu profiter de leur insertion au sein de l'État. Et là, désormais, vous avez un milicien qui est ambassadeur, un milicien qui est désormais ministre de l'enseignement supérieur au sein de ce nouveau gouvernement. C'est un milicien de Assaïr al-Haq, le groupe le plus radical, qui est considéré comme par les États-Unis d'Amérique comme un groupe terroriste. C'est sur la liste des organisations terroristes, mais pourtant il est ministre de l'enseignement supérieur. Vous avez un milicien qui est l'ambassadeur de l'État irakien auprès du Vatican, au gouvernement du Vatican, un milicien. Bref, aujourd'hui, parler de l'État irakien tout court, ça n'a aucun sens.
Dans mon livre Un siècle de faillite, je parle de l'État-milice. Et donc dans ce livre-là, en détail, j'explique les principes, les règles, les normes qui transforment l'Irak en tant qu'État en État milicien. Et juste un dernier mot par rapport à cette milicisation de l'État, le 29 août de cette année-là, lorsqu'il y a eu la confrontation dans la zone verte entre les sadristes et les organisations du Hashd Sha'bi, la mobilisation populaire, pour la première fois, j'ai entendu un slogan très très intéressant. Ils ont dit « Nous sommes les gardiens du système ». Nous sommes les gardiens du système. Et effectivement, ce jour-là, cette nuit-là, ils ont protégé le système. Sinon, le système était en train de tomber avec les milices de Muqtada Sadr. Je ne vais pas parler des interventions turques ni iraniennes. C'est dommage, il nous reste juste quelques minutes, mais je vais parler des scénarios possibles pour l'Irak. Pour moi, il n'y a pas de miracle. Tout comme je disais dans une conférence il y a quelques jours à Duhok, à l'université américaine, je disais tous les matins quand je me réveille, je regarde mon téléphone. Dès que je regarde mon téléphone, je me dis, mais oh mon Dieu, est-ce que l'Irak existe encore? Voilà. Vraiment, c'est l'état d'esprit de tous les Irakiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait très très bien quand on est Irakien et quand on vit et quand on se rend régulièrement en Irak, il n'y a pas un miracle. Il n'y aura pas de miracle. Il y a 4 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est la gestion de l'impasse. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, on a un gouvernement. Bien sûr, on a un gouvernement, mais un gouvernement après une année de vide. On a fait des élections le 10 octobre 2021 et on a eu ce gouvernement un an plus tard, c'est-à-dire un an sans gouvernement. Mais ce gouvernement n'est pas un signe de sortie de cette impasse-là. Au contraire, la formation de ce gouvernement met en évidence qu'on est encore dans l'impasse là. Pourquoi? Parce que la tendance, celle qui a gagné les élections, la tendance sadriste, elle s'est retirée de l'Assemblée nationale. Hein. Et le mouvement de contestation qui a fait chuter le gouvernement Abdel Mahdi n'a pas participé à ce gouvernement. Donc ce gouvernement-là, et c'est un gouvernement de l'impasse. Donc la première scénario, c'est que parce que la communauté internationale refuse catégoriquement la division de l'Irak, de Washington à Paris, alors dans ce cas-là, pour ne pas entrer dans les autres scénarios que je vais expliquer rapidement, on va gérer cette impasse jusqu'à quand, on ne sait pas. Donc la gestion de l'impasse, c'est le premier scénario possible. Le deuxième scénario, c'est la guerre inter-chiite. Aujourd'hui, la communauté chiite dispose 80 organisations miliciennes, avec 163 000 combattants, qui disposent des chars, des hélicoptères, des drones, des bases militaires, des armes hyper intelligentes. Des armes hyper intelligentes. Et ces miliciens, ces organisations miliciennes, elles sont réparties au moins sur 4 écoles, sur 4 tendances. Et entre les 4 tendances-là, la rupture est générale, la rupture est structurelle. Elles se voient les unes et des autres comme des ennemis. Autrement dit, nous ne sommes pas dans la coordination, nous ne sommes pas dans la fraternité, nous ne sommes pas dans un groupe homogène. Non, ce sont 4 catégories miliciennes qui se voient comme des ennemis à abattre. Et donc aujourd'hui, la guerre civile entre ces organisations-là, c'est une hypothèse, c'est un scénario. Et si jamais il y aura une guerre civile entre ces organisations miliciennes, le lendemain, il n'y aura plus d'Irak. Mais comme on le connaît aujourd'hui, mais il y a 3 barrières qui empêchent cette entrée dans la guerre civile. Tout d'abord, les intérêts économiques, c'est énorme. Des milliards et des milliards de dollars, c'est en jeu, qui empêchent d'entrer dans cette guerre civile. Une guerre civile, c'est-à-dire la fin de ces intérêts. La deuxième barrière, c'est la Marjaïa. La Marjaïa représente encore la Sistani quand même une barrière qui empêche d'entrer dans cette guerre civile. Et la troisième barrière, c'est l'Iran. Mais jusqu'à où ces barrières peuvent empêcher d'entrer dans cette guerre civile, on ne sait pas. On n'a aucune certitude. Le troisième scénario, le cauchemar de la communauté internationale, c'est l'implosion de l'intérieur. Boum! C'est cette implosion-là. Bien évidemment, la communauté internationale met en place tous les mécanismes pour que l'Irak reste uni. Mais on sait très très bien que lorsqu'il y a des conditions objectives à l'intérieur du pays qui préparent cette implosion, là, dans ce cas-là, la communauté internationale, malgré toute sa bonne volonté pour que l'Irak ne s'implose pas, il implose. Et lorsqu'il implose, dans ce cas-là, la communauté internationale se voit dans l'obligation de gérer l'inconnu.
L'inconnu, ça peut être des questions sécuritaires, financières, économiques, géopolitiques, etc. Donc c'est un scénario qui attend bien évidemment les Irakiens. Et le dernier scénario, que c'est mon scénario préféré, si jamais je suis écouté, c'est vraiment de 2003 à 2022, on a testé toutes les formules, on a mis à l'épreuve toutes les formules. Ces formules-là n'ont pas réussi. La conférence de Bagdad A, c'était un échec. La conférence de Bagdad 2, Bagdad 3, Bagdad, je ne sais pas moi, illimité, ça sera un échec tant que nous ne nous sommes pas posé la bonne question. La bonne question, c'est que en 1921, on a construit cet État, on n'a pas consulté la population de cet État-là. On a imposé à l'État une formule à cette population. En 2003, par les Britanniques, en 2003, les Américains arrivent, ils font exactement la même chose. Ils reconstruisent l'État, mais en l'imposant jamais en consultant les chiites, ce qu'ils voulaient, ou les sunnites, ou les kurdes. Il est temps que les Irakiens eux-mêmes, avec l'accompagnement de la communauté internationale, se posent la bonne question. Quelle est la formule qui nous permet de garder, sauver l'Irak en tant qu'État, en tant qu'entité étatique, mais aussi pouvoir vivre ensemble. Est-ce que cette nouvelle formule, c'est la confédération? Je ne sais pas. Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Mais ce qui est le plus important, c'est réfléchir sur la bonne question. Je vous remercie de votre attention.